Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Mathieu, est-ce qu'évoquer la disparition du Québec, c'est de faire peur au monde? On se souviendra des propos, entre autres, sur la louisianisation du Québec. Un peu plus récemment, lors de ce Conseil national du Parti québécois à Drummondville, Paul Saint-Pierre Plamondon parlait de référendum de la dernière chance, la chance ultime d'éviter la disparition des Québécois. Oui, mais moi, je suis fasciné par ceux qui disent « vous voulez faire peur », comme si on était devant des bonhommes 7 heures. Le fait est, là, si on décide d'avoir encore une fois une perspective qui dépasse les dernières semaines, est-ce que le fait français a tellement régressé au Canada qu'il est désormais folklorique dans l'ensemble des autres provinces? Et qu'au Québec, à Montréal même, est-ce qu'on peut reconnaître avec un minimum de bonne foi que le statut du français est en régression très claire depuis la fin des années 90? Est-ce qu'on peut constater que la langue commune à Laval, c'est devenu l'anglais? Est-ce qu'on peut constater que l'intégration des nouveaux arrivants ne fonctionne pas comme on le souhaiterait en ce moment? Est-ce qu'on peut constater que le multiculturalisme canadien fait un procès, institutionnalise un procès en permanence contre la nation québécoise sur le mode, cette nation, dès lors qu'elle veut s'affirmer, verse dans le suprémacisme ethnique. Je rappelle qu'au moment de combattre la loi 21, nos amis du Parti libéral du Canada avaient dit que c'était une loi qui faisait penser à la ségrégation aux États-Unis. C'est quand même pas rien en matière de référence historique. Est-ce qu'on peut considérer que l'État canadien, qui a une politique d'immigration qui relève véritablement de l'ensevelissement démographique du Québec, que ça n'agit pas conformément aux intérêts du Québec? Et là, on pourrait faire, est-ce qu'on peut considérer quand Ottawa décide de s'introduire dans les champs de compétences, s'ingérer dans les champs de compétences provinciales sans arrêt, est-ce qu'on peut dire que ça diminue l'espace politique du Québec au point de transformer le Québec en grosse municipalité dans le Canada tel qu'il devient? Est-ce qu'on peut affirmer que si jamais, au terme du présent siècle, ce qu'on appelle la majorité historique francophone ne pèse plus que pour 60% au Québec, ou peut-être même moins, soyons honnêtes, c'est tout à fait possible, ça va en accélérer, que le français ne serait plus la langue commune, que le français, oui, sera encore la norme dans des régions périphériques, très bien, il y a une forme d'une série de petites acadies périphériques au Québec, mais que la langue commune ne serait plus la même, que l'histoire qu'on se raconterait comme peuple ne serait plus du tout la même, comme société en fait, parce que cette histoire serait celle encore une fois, d'une majorité historique francophone transformée en minorité. Est-ce qu'on peut considérer que s'il y avait un référendum, l'indépendance serait tout simplement impossible parce que le groupe historiquement porteur de la question québécoise serait tellement plus assez nombreux que même s'ils votaient oui à 90%, ça serait pas assez pour être capable d'avoir un oui référendaire au total de la population? Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une dynamique d'effacement? Là, on nous dit, oui, mais Ottawa veut pas le mal du Québec. Attends un instant, on s'entend bien qu'il n'y a pas un docteur terreur qui est quelque part dans un bureau à Ottawa en disant « Nous allons faire souffrir les Québécois ». C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est différent. C'est qu'on a des gens à Ottawa qui se disent « Il faut que le peuple québécois… » En fait, c'est la logique du régime. Le peuple québécois, c'est trop. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait que la population qui habite au Québec se voit comme canadienne plutôt que comme québécoise. Elle peut se voir comme québécoise aussi, mais comme canadienne d'abord. Il faut que cette population souscrive à la logique du multiculturalisme, qu'elle congédie la laïcité. Il faut que cette population se voit comme étant fondamentalement bilingue et non plus sous le signe du français, langue commune traversée par une histoire et portée par une histoire. Il faut que cette population accepte que la majorité historique francophone ne voit pas comme un drame sa mise en régression, sa mise en minorité. Et là, dans l'esprit du régime canadien, il y a des méchants là-dedans. C'est des nationalistes québécois qui voudraient enfermer les Québécois francophones, les Québécois dans une bulle, puis les couper du monde, puis les soumettre à la régression, et puis les soumettre à l'enfermement provincial et ethnique. Puis ça, c'est les méchants qu'il faut combattre. Donc, il faudrait libérer les Québécois de nationalistes qui les auraient convaincus d'être Québécois avant d'être Canadiens. Autrement dit, le régime canadien veut nous libérer de notre enfermement ethno-tribal dans le Québec francophone et nous permettre d'embrasser la grandeur du Canada. Bon, ça, je précise que c'est un projet autour de 1840, 41, 42. C'est le rapport Durham. Ceux qui lisent le rapport Durham, c'est toujours utile de passer par l'histoire. Durham, là, il arrive pas avec l'idée qu'il faut donner des coups de hache à la tête des Canadiens français. Durham nous regarde avec pitié. Il dit, bon Dieu,
une population arriérée, retardataire, enfermée dans ses mœurs provinciales, françaises, archaïques. Il faut leur permettre de se hisser vers le sommet. Il faut leur permettre de se grandir. Comment pourraient-ils se grandir en devenant de bons Canadiens anglais? On ne disait pas comme ça à l'époque, là, en devenant des Britanniques. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, Mathieu. Mais moi, je ne doute pas. Mais tu as absolument raison, je ne doute pas un instant que Durham voulait notre bien en voulant nous arracher à notre personnalité. Il voulait aussi le bien de l'Empire britannique, si je peux me permettre. Hein? Il voulait aussi le bien de la souveraineté britannique. Et normalement, d'ailleurs, puisque nul ne fait le mal volontairement, normalement, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on décide de recouvrir ça sous le souci d'un plus grand bien. Ce que je note, c'est qu'au final, depuis la conquête, plus encore depuis 1840, depuis 1867 à aujourd'hui, le Canada a toujours mal vécu avec l'idée qu'il y a un peuple québécois, une nation québécoise. Ils peuvent très bien vivre avec une société québécoise, une population québécoise qui serait canadienne d'abord, québécoise ensuite, mais l'idée qu'il y a un peuple québécois, ils ne tolèrent pas ça. Donc, il y a 1000 méthodes pour en finir avec cette différence fondamentale, et on constate que le régime canadien le fait. Je vois pas où est la logique de peur là-dedans, sinon qu'une partie du commentariat a la peur, mais la peur terrible, la peur panique, et ça, c'est la vraie peur, d'avoir l'air raciste. Puis là, on a tellement peur d'avoir l'air raciste. Raciste, dans leur tête, dès qu'on commence à s'affirmer un peu comme peuple, on est raciste. Faut jamais l'oublier. Dès qu'on commence à être capable de dire l'intégration fonctionne pas, là, on est raciste. Dès qu'on a l'amour de la laïcité et du français, on est raciste. Et la peur d'avoir l'air raciste et le manque de culture politique de certains commentateurs, j'ai lu un texte dans la presse sur le mode justement la peur de l'autre, là, quand les politiciens veulent faire peur, j'avais l'impression de lire, je pense que c'est un chroniqueur d'ailleurs, un éditorialiste, c'était un mauvais texte d'un mauvais journal étudiant, d'un mauvais cégep. Et ce type-là, c'est un chroniqueur qui se présente comme un chroniqueur de référence. C'en est gênant. Quoi qu'il en soit, avec des références bâclées, un manque de... Il y a des fois quand même, à un moment donné, c'est un privilège d'avoir accès à l'espace public. On pourrait se forcer un peu. Quoi qu'il en soit, quand on regarde tout ça, il est tout à fait légitime de dire que le Canada est un environnement institutionnel, inhospitalier envers la différence québécoise. Et le dire, c'est pas faire des peurs, c'est rappeler ce qu'est la réalité. Mathieu, on a beaucoup parlé d'immigration. Déclaration de Québec solidaire qui souhaite que les immigrants puissent aussi contribuer à résorber la crise du logement. Coudon, est-ce qu'ils sont allés à la même école que Marc Miller? Exactement, tu me conduis là où je voulais aller, exactement. C'est-à-dire, il y a le front commun, Marc Miller, Gabriel Nadeau-Dubois, Clich-Rivard. Oui. Donc, ces gens-là, donc pour eux, la question de l'immigration, c'est pas une question politique, c'est pas une question économique, c'est une question morale. En vouloir plus, c'est bien, en vouloir moins, c'est mal. Et là, c'est le raisonnement, c'est la boussole morale de ces gens-là qui sont des immigrationnistes enragés. Et là, c'est les deux ailes. Alors, c'est fascinant. La gauche, aujourd'hui, version QS, pave le chemin de la droite patronale. La droite patronale dit on veut toujours plus d'immigrés pour être capable d'avoir finalement une pression à la baisse sur les salaires. Et, ne l'oublions pas, créer une forme de croissance artificielle, comme on le voit, c'est le régime canadien. Puis de l'autre côté, la gauche, version QS, pas toute la gauche, je le précise, nous dit il nous faut une immigration massive parce que c'est à la preuve qu'on s'ouvre sur le monde, puis les frontières, c'est mal, et les identités nationales traditionnelles, c'est mal et tout ça. Donc ces deux-là, c'est le front commun oligarchique, appelons ça comme ça, entre la gauche, entre l'aristocratie morale de gauche et l'oligarchie capitaliste de droite, et les deux s'entendent pour dire qu'il faut en finir avec les frontières, les nations et tout cela. Et QS nous sort le discours de Marc Miller, c'en est fascinant. On arrive au terme de cette chronique, je me permets de revenir un instant sur Berthold, qu'on a reçu, Luc Berthold, dans un instant, parce qu'il disait, le Parti conservateur va lancer une enquête, à tout le moins, pour voir ce qui s'est passé avec toutes ces firmes qui, manifestement, ont pu profiter des dépenses publiques à leur avantage. Pour quelles raisons? Y a-t-il quelque chose derrière cela? Pour ceux qui aiment un peu les téléséries québécoises, mais les anciennes, je vous invite à regarder le premier épisode de la série Duplessis qui est disponible, si je me trompe pas, sur YouTube, sur la commission des comptes publics. Hein. C'est l'épisode des culottes à Vautrin. Regardez ça. C'est donc Jean Lapointe dans le rôle de Duplessis. Il y a le personnage de Tachereau qui est là, qui est absolument fascinant. Et là, c'est une scène où on voit, d'ailleurs, c'est ce qui va conduire Duplessis au pouvoir dans les années 30. C'est la commission des comptes publics, donc devant un régime libéral qui est installé depuis longtemps, qui avait abusé, pourrait-on dire, des privilèges du pouvoir. Eh bien là, cet épisode-là, on a l'impression d'en avoir un écho dans les temps présents, dans les histoires justement des firmes extérieures qui
qui se substitue à l'État dans certaines fonctions et quelquefois sous le signe de dépenses folles. Premier épisode de la série Duplessis, écrite par Denis Arcand, on s'en souvient, 1977. Marc Blancford, je crois, était le réalisateur. Allez regarder ça, c'est le premier épisode, c'est génial. Tous les épisodes sont remarquables. Celui de Duplessis avec Godbout à l'hôpital est bouleversant, mais c'est sur un autre sujet. Mais le premier épisode sur les comptes publics, allez voir ça, ça va faire votre journée, je crois, et ça va éclairer votre actualité, assurément. Duplessis donne à sa province. On n'oublie pas. Oui. Merci Mathieu, bon épisode. Bonne journée.